Je me suis fait alpaguer au rayon haut, tu vois. Et je m'en rappelle, hein, au rayon haut par 3 mecs qui m'ont dit ouais, par contre, il va falloir te bouger un peu le cul et tout, parce que si t'as signé ici, c'est pour faire des belles choses, c'est pas pour faire de la merde comme tu fais depuis que t'es arrivé. Carrément. Carrément, mais vraiment une menace, hein, Ouais. menacé. Et là, je dis ouais, c'est quand même chaud. Salut Damien, Salut. comment vas-tu? Très bien, merci. Très Bah bien. écoute, merci de nous recevoir aujourd'hui ici chez toi. On va parler un peu de ton parcours professionnel, parce que tu as quand même une sacrée carrière. Tu es international polonais Oui. et tu es formé à Clairefontaine, il me semble, non? Ouais, je suis passé par Clairefontaine de 13 à 16 ans. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Clairefontaine? Qu'est-ce que c'est vraiment Clairefontaine? Bon, c'est l'école de la vie, c'est vraiment, je pense, la suite de l'éducation de mes parents aussi, Ouais. je pense, par rapport à ce que mon père m'a donné comme éducation footballistique. Après, c'était une suite logique, j'ai envie de dire. Pas logique parce que, pour tout le monde, parce que c'est beaucoup de détection, c'est beaucoup de temps passé aussi et que c'est pas évident d'y aller, mais c'était une suite logique pour apprendre encore plus. Et c'est ça parce que pour les jeunes qui nous regardent, comment ça se passe réellement dedans, ce centre de formation? Ah, il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup d'histoires autour de Clairefontaine. Ouais, C'est un mythe parce que c'est déjà une école qui a formé beaucoup de grands joueurs. Après, c'est un mythe parce que c'est 3 ans, si tu vas jusqu'au bout, enfermé dans un bâtiment avec 20 mecs qui veulent devenir pro aussi. Donc, et en plus, tu as 3 générations, donc on est quasiment 70 à être à l'intérieur du bâtiment. Et ça se tire la bourre, donc c'est pas. Et en même temps, il faut être bon à l'école parce qu'on te menace si tu n'es pas bon à l'école de ne pas rester. Donc voilà, mais c'est une école de la vie parce que moi je débarquais de Troyes qui était un peu une ville de campagne et j'arrivais dans un milieu où les gars avaient déjà l'habitude voilà, c'est comme des lions en cage en fait, tu vois, c'est vraiment un combat de tous les jours mais au-delà de ça, après c'est des amitiés pour la vie. On a un groupe INF 84 qui est sur WhatsApp qui tourne, qui marche bien, on parle souvent et j'ai des contacts avec des mecs assez régulièrement, donc voilà, ça te laisse quand même des amis. et c'est ça, on va revenir sur cette génération 84, parce que toi, effectivement, tu es né à Troyes, Ouais, et sorti de Clairefontaine, du coup, tu repars à Troyes, ouais. En centre de fait, formation. l'histoire, c'est que je suis à Clairefontaine et on est en plein play-off et j'ai toujours pas signé. Ok. Et en fait, tous mes potes de la génération ont déjà signé quasiment, à part deux ou trois, on est 2 ou 3. Comment tu le vis ça Bah, à ce moment-là? je le vis bien parce que j'ai des opportunités. Ok. Donc c'est pas que je suis sans club et que j'ai pas joué, et j'ai pas de. Je le vis bien parce que j'ai des opportunités. Et en fait, un jour, il y a l'entraîneur des gardiens de l'équipe de France, qui était notre surveillant, donc Franck Raviot, Ok. qui est aujourd'hui entraîneur des gardiens de l'équipe de France, qui vient taper à ma porte et qui me dit il faut que tu descendes, il y a quelqu'un qui veut te voir en bas. Et moi, je suis sous la douche et tout, je dis ouais, j'ai bon, j'arrive, 10 minutes, laisse-moi. Il me dit non, il n'y a pas de 10 minutes, c'est 5 minutes, c'est un rendez-vous que je pense que tu peux pas rater. Et je descends et c'est Alain Perrin. Et Alain Perrin, à l'époque, c'était l'entraîneur de l'Estac en Ligue 1. Ok. Et en fait, il venait pour faire ses diplômes. Et moi, je descends, mais je me dis pas que c'est lui, en fait. Je me dis que c'est quelqu'un, peut-être un ami d'enfance, ou que mes parents qui sont venus me faire une surprise. Ou Donc tu descends. je descends vraiment et je le vois, en fait. Et moi, je suis né à Troyes, je suis formé à Troyes, j'ai fait toutes mes classes dans ce club-là. Donc tu connais Je le le personnage. connaissais depuis longtemps, en fait, Ouais. parce que je ramassais les balles au bord du terrain et que je le croisais, en fait. Et je le vois face à moi et il me dit t'as une petite demi-heure? Je dis ouais, pas de souci. Bien sûr. Et en fait, on est parti, on a fait 1 heure. On est parti marcher tous les deux autour de Clairefontaine, de tout le centre. On a fait 1 heure de marche. Il a Ok. pris 1 heure pour moi pour me dire voilà, écoute, rentre à la maison. Je sais que tu as des opportunités, va pas là-bas, viens chez nous. On va t'offrir ce que tu veux. On n'a pas de centre de formation, mais on va faire en sorte que tu aies ce qu'il faut pour te sentir bien. Donc moi, je dis ok, d'accord. Je l'écoutais en fait, tu vois. Puis j'appelle mon père et je lui dis écoute, voilà, il y a l'impérat qui est venu me voir. Il veut qu'on discute pour rentrer avec un contrat. Ok, bon. Et puis après, de fil en aiguille, il y avait des conditions à ma rentrée. C'était que d'une, je rentre pas chez mes parents vivre, alors que j'habitais à 15 minutes.
Ok. Je voulais rester dans cet environnement de... Ça, c'est toi qui le. Ouais. Moi, qui je les pose dis, les conditions. voilà. Et en fait, on avait des bâtiments, on n'avait pas de centre de formation, on habitait dans une espèce de résidence universitaire où il y avait des bâtiments qui étaient dédiés aux différentes catégories du club. Ok. Et j'ai dit, moi, je veux une chambre là. Donc déjà, j'enlevais une chambre à quelqu'un, en fait, tu vois. Donc, dans ma condition, il fallait quand même que ce soit accepté. Ils ont accepté. Donc, je me retrouve à vivre toujours dans cet environnement-là, tu vois, de copains et tout. Je voulais pas rentrer chez mes parents, surtout pas. Et derrière, c'était de reprendre avec la réserve. Et pourquoi tu voulais pas rentrer chez tes parents? Parce que j'étais trop habitué à... Ça m'a construit comme un loup solitaire au milieu d'une meute, tu vois. Ok. Et je rentrais chez mes parents, c'était pas que j'étais en conflit avec mon père, mais je savais que mon père allait me mettre une rigueur, ça allait être trop strict en rentrant à la maison et je voulais pas. Et je savais qu'en allant là, ça allait être difficile pour moi parce que je serais vu comme celui qui arrive de Clairefontaine, mais je savais que mon pouvoir d'adaptation allait me permettre de passer vite à autre chose. Et donc j'ai fait le bon choix et c'était une des conditions, plus celle de m'entraîner avec la réserve dès que j'arrivais. Je voulais reprendre avec les adultes. Je voulais pas rester avec les gens de mon âge, je voulais aller me tester au-dessus. Et ils ont accepté et voilà, après je suis rentré. Et c'est à quel moment que tu penses, toi, que tu vas devenir pro un jour? J'ai pas vraiment de moment précis. Le facteur, je pense, qui fait que je comprends que je peux aller plus vite que les autres, c'est quand on m'appelle avec la réserve pour jouer avec la réserve. Pas pour m'entraîner, je m'entraîne avec la réserve, j'avais l'habitude d'aller avec la réserve m'entraîner. Okay. J'étais en moins de 17, mais j'allais avec la réserve. Et après, quand on commence à te dire, bah, tu vas jouer titulaire avec la réserve, alors que tu as 17-18 ans, bah, tu te dis, ok, là, il y a quelque chose à faire. Et j'ai une petite anecdote à te poser. Il me semble que bon, moi j'appelle ça votre centre de formation, là, vos bâtiments. Il y a une histoire de radio déclenchée. Ouais. Bah, tu vois, c'est pour ça aussi que je te dis que j'avais pas de soucis d'adaptation. C'est que j'ai trouvé un groupe où je suis arrivé. Alors, il y a eu quelques petits conflits au départ. Ouais. Mais après, ça s'est tassé parce que quand tu arrives et que tu montres que t'es pas un mauvais mec et que tu te prends pas pour un autre ou que t'es pas plus fort que l'un ou que l'autre, ça passe. Okay. Et on avait vraiment une bonne bande de potes, mais on avait surtout des surveillants qui étaient un petit peu... alors, il y en avait un qui était perché, il y en avait un qui était très à cheval sur les règles et qui est encore d'ailleurs au club. C'est Mourad Ben Abdellah. Et en fait, on avait pour habitude de faire des blagues, en fait. À 22h, on devait être dans nos chambres, tout devait être coupé. Généralement, tu avais toujours un petit drap qui traînait en dessous de la porte pour voir que la télé était allumée, pas voir que la télé était allumée. Et en fait, un jour, on dit, via les téléphones, on se connecte tous sur telle radio et on met le son à fond et on ouvre les fenêtres. Et en fait, le truc, c'est que si tu mets toutes les chaînes IFI qui mettent toutes le même son au même moment, et tu sais, à l'époque, on avait tous les grosses chaînes IFI avec les grosses enceintes. Ouais. Et on met ça à fond. Et on ouvre les fenêtres. Et sauf que là, celui qui était un peu perché, il était stone, lui il s'en foutait, c'était pas son problème. Mais celui qui était dans l'autre bâtiment, qui était plus à cheval sur les règles, il a pété un plomb. Mourad, il a pété un plomb. Et il est arrivé dans le bâtiment et tout. Et au moment où il arrive dans le bâtiment, on coupe tout. Et en fait, il rentre et il commence à gueuler dans le bâtiment. Ouais, qui c'est qui fait ça et tout? Vous allez arrêter vos conneries. Demain, vous êtes tous convoqués chez le directeur. Et en fait, là, c'est pas qu'il y avait un manque de respect, mais comme on aimait jouer, ouais. Il y a eu pas des insultes, mais en gros, c'était Mourad, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Tu biperas au montage. Hein. Ouais. Mais c'était Mourad, rentre chez toi, casse-toi d'ici, laisse-nous, c'est notre bâtiment. Et en fait, plus il parlait, plus il y avait des voix qui apparaissaient, et plus il pouvait pas capter en fait. Et en gros, il savait pas d'où ça venait. Ouais, il savait pas d'où ça venait. Et il nous disait, vous allez aller voir le directeur. Sauf que le directeur, c'était pas à l'époque, il n'y avait pas encore le vrai directeur, donc qui était Francis Boudin, c'était Daniel Zorzetto, qui était notre entraîneur. Oh, ok, d'accord. Et qui nous kiffait en fait. Ouais. Tu vois, on était comme ces gosses. Et on a dit, vas-y, va le dire à Daniel, vas-y, on n'a pas peur et tout. Et en fait, il pétait un plomb et il est reparti dans sa chambre, il fumait. Et le lendemain matin, il est allé voir Daniel Zorzetto. Et en fait, Daniel est venu nous voir en nous disant, les gars, arrêtez-le, ouais, il va faire une crise cardiaque et tout, il va péter un plomb, vous allez le rendre dingue et tout, on va le mettre à l'hôpital psychiatrique, laissez tomber. Et en fait, on avait pour habitude de faire plein de petites blagues comme ça. Et ces petites blagues que tu dis, ça soude un groupe. Ouais, de ouf. Mais tu le ressens sur le terrain? Tout simplement, sur cette première année de 17, je te dis, on était... donc, tu avais les 17-2 qui étaient dans un autre bâtiment, et nous, les 17-1, on était dans notre bâtiment. Et en fait, ces 17-1-là, on a créé ce qui s'est passé l'année suivante. Parce que l'année suivante, on est la première équipe du club à faire les playoffs. Okay. Jamais dans l'histoire du club. Alors, ils avaient fait un parcours en Gambardella à l'époque. Je crois qu'ils avaient été en 8e, je crois, ou en 16e contre Montpellier. Mais c'était pas, il n'y avait pas eu de fait d'armes, tu vois. Et nous, on est arrivés et on fait les playoffs pour la première fois de l'année, de la vie du club, de l'existence du club.
Donc tu vois, c'est pour te dire qu'on avait créé quelque chose au-delà du football, parce qu'il y avait du talent. On avait une équipe de vrais potes, quoi, en fait. Il y a eu des bagarres, hein, des trucs qui ont en plus consolidé, je pense, le groupe. Mais ça n'a jamais été plus loin. Et toujours après, on serrait la main et on repartait. Et à un moment, arrive une décision, c'est que tu dois partir. Ouais. Tu dois partir dans une autre équipe, une autre ville, une autre région. Saint-Étienne. Ouais. Déjà, Après, le départ, tu le vis comment? Le départ, je le vis pas très bien parce que on vient de monter. On vient de monter avec 3, donc moi j'avais fait mes débuts, ça faisait déjà 2 ans. Okay. Et j'avais fait des bancs même 3 ans avant, donc j'étais déjà bien conditionné pour le monde pro en fait. Ouais. Mais j'étais pas prêt à partir loin de chez moi au final et avoir des repères, mes potes du centre. Parce que même quand je jouais avec les pros, j'allais manger au flunch avec eux le midi. Je les retrouvais, dès qu'ils avaient fini l'entraînement avec la réserve, moi je les retrouvais. Donc j'avais toujours ces habitudes-là. Et quand on fait la deuxième année, enfin ma deuxième année pleine pro, on monte. Et moi, pour aider le club financièrement à la DNCG, en mois de janvier, j'avais déjà signé avec Saint-Étienne. Donc je savais que j'allais partir quoi qu'il arrive au mois de juin. Okay. Mais quand j'ai vu que la saison avançait et qu'on allait monter, dans ma tête, je me disais ouais non, je peux pas partir. Je veux jouer en Ligue 1 ici, moi. C'est pas possible, je peux pas partir. Tu as raison en plus. Et je suis allé chez moi devant mon père, ma mère, enfin voilà, toute ma famille était là. Je voulais jouer en Ligue 1 chez moi. Et en fait, on monte et en fait, on fait la soirée de la montée. Et je me rappelle que je suis avec le parrain de ma fille et on est dans les escaliers de la boîte de nuit et je me mets à pleurer en pleine boîte de nuit, mais il est genre 4h du matin, donc il y avait un petit peu de... Ouais, la soirée. Voilà, la soirée, tout ça, tu comprends, les artifices qui vont avec. Ouais. Et je me mets à pleurer en disant, je veux pas partir. Je veux plus y aller. Je veux plus aller à Saint-Étienne. J'étais trop attaché à 3, mais je voulais jouer en Ligue 1 à 3 et je savais que j'avais un coach qui m'aurait propulsé. Donc je me disais, là je vais dans un univers que je connais pas. Le coach, Elibo à Saint-Étienne, je l'avais eu une fois au téléphone. Ouais. Mais en gros, il tient un discours de façade. Et tu te dis, bon, ça va passer ou pas. Okay. Et donc du coup, je me suis retrouvé à être triste de partir au final. Et j'ai essayé jusqu'au dernier moment de me faire prêter, mais comme avec Saint-Étienne, il y avait la Coupe d'Europe, il avait besoin d'un effectif pléthorique et il n'a pas accepté de me laisser repartir. Tu arrives à Saint-Étienne, tu vis la pression un peu, c'est ça là-bas? Les critiques, l'impatience du public. Tout. Tu fais tes courses, les gens sont derrière toi, ils t'attendent. Moi, il y avait une chose qui m'avait marqué, il y a 2 choses qui m'ont marqué en faisant les courses. Il y a un couple qui m'a attendu à la fin de mes courses, derrière la caisse. Pourquoi? À la fin de la caisse, pour me demander un autographe et une photo. Ok. Tu vois, alors qu'ils auraient pu venir dans le magasin. Et il y en a une autre où je me suis fait alpaguer au rayon haut. Tu vois, et je m'en rappelle, au rayon haut par 3 mecs qui m'ont dit ouais, par contre, il va falloir te bouger un peu le cul et tout, parce que si t'as signé ici, c'est pour faire des belles choses, c'est pas pour faire de la merde comme tu fais depuis que t'es arrivé. Carrément, mais vraiment une menace, hein, menacé. Et là, je dis, wow, c'est quand même chaud. Mais bon, après moi, tu vois, j'avais poussé un peu de muscu, tu vois, je me suis dit, bon, allez, il va pas se laisser faire quand même. J'ai dit, les gars, il y a d'autres choses, il y a d'autres endroits pour le faire. Ouais. Puis si vous n'êtes pas content, je comprends votre détresse, mais si moi, mon coach, il me dit qu'il n'est pas content, je l'écouterai plus que je vais vous écouter. Et puis au final, ça s'est tassé, tu vois, mais c'est pas... Tu vis une pression qui est différente parce que les gens sont amoureux du club et que s'il n'y a pas de résultat, c'est compliqué. Mais après, quel bonheur de jouer dans une entre comme Geoffroy Guichard. Et tu l'as vu la dimension d'un gros club comme Saint-Étienne? Ouais. Par rapport à Troyes ou pas? Oui, 3 c'était une petite... C'est ce que je te dis, c'est une petite ville, c'est un petit club, même s'ils avaient fait déjà ces quelques années en Ligue 1 avant, tu vois, il y avait la Coupe Intertoto aussi qui avait marqué le club, qui avait marqué aussi les esprits en France un petit peu avec le match à Leeds notamment, Newcastle. Et donc du coup, tu te dis, bon, il y a une ferveur populaire, mais à dimension de la ville, donc c'est pas non plus oufissime, quoi. Et derrière, tu arrives à Saint-Étienne, qui est une ville qui pue le football. Tu vas dans les villages. Moi, j'habitais dans un village, tout le monde me connaissait, savait où j'habitais. Si j'avais besoin de quelque chose, moi, j'ai gardé des amis à moi, qui sont aujourd'hui mes amis, qui étaient mes voisins à l'époque. Je rentrais chez moi, mon gazon, il était tondu. Mon gazon était tondu, t'imagines, sans qu'on me demande. C'est-à-dire que le mec, il était venu se présenter un jour à l'entraînement, il m'a dit, voilà, je suis la personne qui habite en face de chez vous. D'ailleurs, Robert, si tu m'écoutes, je te fais un gros bisou. Mais il habitait en face de chez moi et il est venu à l'entraînement et il m'a dit, voilà, je suis votre voisin d'en face. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous m'appelez. C'est dingue. C'est complètement ouf. Et sa femme me faisait à manger parce qu'en fait, je faisais les allers-retours
le samedi, enfin le dimanche midi après l'entraînement, je rentrais chez moi à 3 et je rentrais le lundi soir. Bah, sa femme, pendant que lui, ils avaient les clés de chez moi, je leur avais donné les clés de chez moi, elle me faisait ma lessive qui traînait. Génial. Et elle me faisait à manger pour quand j'arrivais. T'imagines? Donc c'est des Incroyable. gens qui aiment, au-delà d'aimer le club, vont aimer les personnes. Donc c'est pour ça que moi, même si mon passage il est assez, voilà, il est mitigé, j'ai envie de dire, Ouais. le souvenir que j'ai de là-bas, il est dingue, Geoffroy Guichard. complètement ouf. Moi, mon premier Geoffroy Guichard, c'est avec 3. J'ai 19 ans. Ouais. À la mi-temps, on perd 2-0. Je me suis fait ouvrir une arcade par Fred Mendy qui fait 1m12. Et j'ai subi le brouhaha du stade, quoi. Et à la mi-temps, Farouk Azizevic, il me dit « Je te sors. Tu te fais rincer dans tous les sens. » Je me suis fait défoncer. Mais comment tu Aussi l'expliques? bien C'est la footballistiquement. pression, Ouais, c'est la pression, je pense que Ce stade. tu regardes et tout. Mais moi, il faut savoir qu'à 8 ans, à 9 ans, je faisais les stages de la SSE. C'est-à-dire que D'accord. mes parents descendaient dans le sud en vacances, ils me Ok. déposaient à Saint-Etienne, va faire ton stage. Et je faisais ça, j'ai fait ça pendant 3 ans. Donc je connaissais, on visitait déjà et tout, mais j'avais pas été voir un match. Donc quand tu viens et que tu es joueur, et que tu rentres dedans, et que tu as les deux copes qui se répondent, et que tu as un brouhaha de malade, ta tête, elle bourdonne. Et moi, j'étais pas habitué à ça. J'étais habitué, t'avais... Et puis, petit laï, quoi. Donc Fred Mendy, qui était vitesse, percussion. Moi, je jouais arrière droit en plus ce jour-là. Bah, j'ai pris un feu, laisse tomber. Farouk, il m'a dit, vas-y, tu vas vomir, sors. Un jour, après un match raté à Saint-Etienne, Ouais. a priori, tu restes dans le vestiaire Ouais, et tu es incapable de parler pendant moins de 20 minutes. ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je sais. En gros, j'ai toujours mal vécu le fait qu'on puisse m'attaquer ou qu'on puisse dire j'ai fait un mauvais match. Tu vois? Pourquoi? Parce que c'est au-delà d'être mon métier, c'est ma passion, mais je donne du plaisir voilà. à ma famille ou Ok. à mes amis, aux gens en général. J'y fais pas trop attention, mais à ma famille et tout ça, je savais que j'allais me faire tirer dessus. Et je savais que mon père et ma mère allaient lire la presse. Et moi, à partir de là, ça me fait mal. Et surtout, quand tu joues pas beaucoup et que t'es pas bon, le jour où on t'appelle, bah, t'es déçu, tu vois. Parce que tu sais que t'as pas 50 000 opportunités. Donc, ouais, j'ai passé du temps, comme j'ai pu passer du temps. Après un match, je vais encore plus loin quand on est au Betis et que je reviens de blessure et que je reviens et que j'ai fait un bon match et je suis resté, je te dis, 1 heure d'eau chaude sous la douche pendant 1 heure. Je me suis même assis par terre. Tellement j'étais crevé, mais j'étais soulagé, tu vois. T'étais lessivé. Donc c'est des moments où Ouais. tu as envie de te reconnecter avec toi-même. Et là, ce jour-là, ouais, j'ai passé même 20 minutes, t'es gentil encore. T'as pensé à arrêter à un moment donné? Quand Ouais, tu mais jouais ça, à c'était- Saint-Etienne? Non, à Saint-Étienne, non, pas du tout. Jamais. Pas du tout. Pourquoi? Parce que j'avais une vie parallèle. Ok. Et je pense que c'est C'est-à-dire ce qui m'a fait tenir, mais c'est ce qui m'a fait grandir. C'est-à-dire qu'à 3, je sortais pas ou peu, Ouais. parce que mon père savait tout. Tu vois, une anecdote, Dom Mendy, qui était notre capitaine en 17, un jour me dit, viens, on va à l'anniversaire d'un tel en ville. Il a son appart, ok, d'accord, on y va. Mais on rentre comment? On va se débrouiller et tout, on se fait déposer, on y va et on rentre. Ok, sauf qu'on rentre à 2h du mat et on avait match le lendemain. Et non, mais était même 3h du mat. Et on rentre en vélo. Donc moi sur le guidon, lui en train de pédaler. Sauf qu'on croise peut-être l'homme le plus important au club à 3, Marcel. Marcel, il faut savoir qu'il était livreur pour le Bon Pain de France de farine. Donc il livrait toutes les boulangeries le matin très tôt. Eh oui. Et il nous croise. Sauf qu'il connaît mon père. Donc il dit à mon père, on va au match, on joue le match avec Dom, on gagne, on est bon, J'allais te demander. J'espère que t'as été on est bon. bon. Mon père arrive et il me dit, la prochaine fois que tu rentres à 3h du matin, t'as intérêt à être bon. Comme t'as été aujourd'hui, t'as intérêt à être bon. Parce que je te jure que je te fracasse. Incroyable. J'avais 17 piges. Ouais. Donc, je me suis permis en allant à Saint-Etienne, et je reviens à ce que je te disais, sur Ouais. cette double vie, c'était que je sortais tout le temps. Et quand j'arrive à Saint-Etienne, je me sépare très vite de la compagne que j'avais à l'époque, et je me retrouve tout seul. Et ma mère flippe, total. J'avais une grande maison, une piscine, un truc. Pour un gars tout seul, ça ne servait à rien. Et ma mère appelle un ami d'enfance à moi qui s'appelle Kabir. Il est au chômage. Elle lui dit, t'es encore au chômage? Il lui dit oui. Bon, bah vas-y, tu vas chez Damien. Tu vas vivre avec Damien. Tu comptes rester au chômage longtemps? Bon, je vais me prendre mon année, quoi, tu vois. Ok, bah tu vas avec Damien. Et Kabir, il est venu vivre avec moi. Et Kabir me faisait à manger. Kabir me conduisait à l'entraînement. C'était mon pote, c'est mon ami Oui. à la base, mais c'était mon. Au-delà de tout, il faisait tout, en fait. C'était mon concierge, mais c'était ma meuf.
Voilà. Taper un vrai délire, c'était ma compagne. Ok. Et avec lui, on est parti à droite, à gauche, on a fait des soirées. Et tu pouvais cette sortir vie-là, sans en que fait, papa voilà. te voie. Et sans que personne me voie. Ouais. Après, il y avait la critique des supporters, Oui, mais je m'en oui. foutais, ça m'atteignait pas Oui. trop. Mais je sortais tout le temps, en fait. Et au-delà de prendre du plaisir à sortir, de m'amuser, de faire tout ce qu'il y avait avec, ça m'a fait grandir parce que j'ai compris que c'était pas ça qui était lié au football jusqu'à temps que je me blesse gravement à la cuisse et que je comprenne que c'était dû à ça, en fait. C'est dû à mes sorties, à l'alcool. Voilà, tu rentreras pas d'heure, tu te reposes pas et voilà. Tu passes à Sochaux. Ouais. C'est le tournant de ma carrière. C'est J'allais te celui demander- qui m'a fait comprendre que si je merdais là, c'était fini. Tu dis que tu as passé les 5 meilleures années de ta Ouais. carrière, c'est à Sochaux. Ouais. Et à la base, j'y vais pour un an. Hein. À la base, je suis prêté par Saint-Étienne. Et ça se passe pas très bien avec Fred Hans, qui me fait pas trop jouer. Alors qu'au début, ça se jouait et tout, et après, j'ai plus joué. Et en fait, arrive Francis Gillot au mois de janvier, qui remplace Fred Hans. Et Francis me dit, il y a la CAN, Afolabi s'en va, t'as pas beaucoup joué, t'as 5 semaines, parce qu'Afolabi était parti en préparation, donc t'as 5 semaines pour me montrer que je peux te faire confiance. Et en fait, donc du début janvier à mi-février, on perd pas un match, et on en gagne, on avait 14 points à la trêve, donc quasiment condamné. Et on a un double de points quasiment à la fin de cette période-là. Et en fait, il ne peut plus me retirer de l'équipe. Tu deviens leader. Je deviens un leader. Carrément. Je deviens un leader parmi les Pito, Isabé, c'est Richer, ça. Bréchet. Comment tu l'expliques? Métamorphose. Le mec, il m'a convoqué, il m'a dit, écoute, j'ai confiance en toi, je t'ai vu jouer, je sais de quoi t'es capable. Mais complètement révélation à Sochaux. Ouais, T'es complètement. révélé là-bas. Oui, parce que j'ai montré que j'avais le niveau. Ouais, et que ouais. beaucoup disaient que j'avais pas le niveau, que j'avais du mal à franchir le cap entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Et voilà, et derrière, c'est la porte d'entrée à ma longue carrière. A priori, après ton 3e but, t'as les attaquants qui sont venus te voir et qui t'ont dit tu veux prendre notre prime. En Ouais. rigolant. Ça, Hein? c'était la 3e ou 4e année où je fais d'ailleurs ma Ouais. plus belle saison 2011. de carrière, 2011. Je fais gagner des points à mon équipe surtout. Les buts sont importants. C'est ça. Et en plus de ça, je suis comment on appelle ça? Je suis décisif défensivement parce que j'en sauve aussi. Sur la ligne, je fais des trucs qui sont importants. Et la saison, elle est ouf. Parce qu'on a une attaque de malade avec Maïga et Idey Brown. On a un milieu de terrain avec Boudbouz, Martin, Maurice Belay qui était complètement dingue. On avait un milieu de terrain qui aurait fait une carrière exceptionnelle s'il n'avait pas eu son accident, c'est Kevin Hanin. Au milieu de terrain, tu savais que les 3 devant pouvaient aller jouer. Ouais. Enfin, les 5 devant pouvaient aller jouer. Lui, il allait faire le boulot défensivement pour ratisser. Et nous, derrière, on avait juste à ramasser les miettes. Et on a fait une saison exceptionnelle. Exceptionnelle. Franchement, humainement, à part la montée avec 3, je pense que c'est ma plus belle carrière de vestiaire. Ma plus belle saison de vestiaire, pardon. Sochaux, ça t'évoque quoi quand je te parle de ce club? On va s'arrêter un peu sur ce club parce que je sais qu'il te tient à cœur. Ça m'évoque plein de choses. Ça m'évoque, je te dis, déjà le renouveau, parce que pour moi, il y a une prise de conscience et je deviens vraiment un footballeur pour le métier. C'est des rencontres humaines. C'est une région qui n'est pas très riche en termes de pouvoir d'achat, mais qui est riche humainement, avec des gens à côté qui sont exceptionnels. Franchement, la population, elle vit pour Sochaux, elle vit pour Peugeot, parce que la quasi-totalité de Montbéliard, ou peut-être pas Belfort, parce que Belfort, après, il y a encore Alstom, mais vit pour Peugeot, sont là pour Peugeot, donc vivent pour le club, en fait. Ont cette identité à la base. Moi, quand j'y joue, Peugeot est encore actionnaire, et actionnaire majoritaire, et du coup, tous les gens que tu vois à l'usine, quand on va visiter l'usine, sont au stade. Ouais. Et les gens que tu croises en ville sont au stade. C'est pas très grand. Donc en même temps, tu risques de croiser beaucoup de monde. Et au final, je te dis, après mon fils y est né, Ouais. les vestiaires que j'ai connus, alors après la Le dernière vestiaire saison, Sochaux. ouais, c'est exceptionnel. Moi, j'arrive dans le vestiaire, la première année, quand je suis prêté, l'intendant, Freddy, me dit, bah tiens, tu t'assois là, c'est ta place. Tu ne choisis pas, tu vois. Tu arrives, tu t'es prêté. Je m'assois. Puis je venais d'arriver avant tout le monde pour les photos, tu vois, de présentation et tout. Et j'avais pas lu, tu vois, autour les trucs, les noms et tout. Et je m'assois. Donc, à ma droite, Jérémy Bréchet. À ma gauche, Stéphane Dalmat.
ça te plante le décor. T'arrives, tu te dis bon, c'est voilà. Et Stéphane Dalmat, il faut savoir que pendant 2 semaines, on s'est juste dit bonjour. On ne s'est pas parlé. Il n'a pas voulu savoir qui j'étais, d'où je venais, rien. Mais c'est pas une question que c'était un mec qui avait une grosse tête. C'est que le mec, il était dans l'observation. Ouais. Il a observé comment j'étais, Okay. comment ce que je faisais, comment j'étais au quotidien. Et ensuite, on a parlé, on a été manger, et puis c'est devenu... Tu vois, on dit que le foot ne te laisse pas beaucoup d'amis, c'est devenu mon ami. Tu t'es senti leader là-bas ou pas? Oui, parce que je t'ai dit très vite, même quand je suis arrivé la première année, j'avais déjà ma fille, donc tu vois, j'étais déjà un papa, entre guillemets. Ouais. Et je traînais avec les anciens. Ok. Donc je traînais avec Michael Isabé, je traînais avec Romain Pitot, avec Stéphane Pichot, avec Omar Daf, avec Teddy Richer. On allait manger après les matchs, on faisait des trucs. Donc j'étais déjà un ancien en fait, tu vois. Dans ma tête, j'étais déjà programmé comme un ancien. Et après, quand tu as ce programme-là dans ta tête, tu deviens encore plus professionnel et tu deviens encore plus avec un devoir d'exemple. Okay. Et d'exemplarité. Et donc du coup, moi, je me suis mis dans cette peau-là. Et puis je te dis, à partir du moment où j'ai joué et que je me suis senti légitime par mes performances, par les résultats aussi qui accompagnaient les performances, j'ai dit c'est bon, je peux ouvrir ma bouche. Je l'ouvrais déjà beaucoup, mais je peux dire des choses qui vont être censées peut-être impacter les gens et peut-être atteindre les gens. Et c'était le cas. T'as un match où vous avez une défaite, t'exploses une poubelle. Ouais, mais c'est ce que je te dis, c'est que moi, alors déjà, je supporte pas de perdre, ça c'est mon plus gros défaut. Après, je supporte pas le côté être mauvais en fait. Okay. Tu vois. Tu peux perdre, mais avec la manière. Je peux perdre avec la manière. Après, de là, tu vois, t'as toujours un geste d'humeur, tu peux rentrer, faire. Mais je l'ai toujours fait, jamais contre mon équipe, toujours contre moi en fait. Tu vois, peut-être parce que j'en ai pas fait assez, ou parce que j'ai pas été là pour l'autre, parce qu'il a peut-être été moins bon, mais peut-être qu'on n'a pas été là aussi pour lui. J'ai toujours ce souci là, c'était pas contre l'équipe, c'était contre moi. Et oui, j'ai cassé des poubelles comme j'ai cassé beaucoup d'autres choses. Et ils ont eu chaud, si je peux dire ça comme ça, à un moment, ils sont rétrogradés, ils sont à la limite du bilan. Ouais. Ton ancien président vient reprendre le club. Ouais. Et ça t'a fait quoi? Moi, ça m'a soulagé parce que tu peux pas imaginer un club comme ça descendre ou disparaître. Ce qui dit aussi, effectivement. Et c'est impossible. C'est impossible. Et je pense que tout le monde en a pris conscience. D'ailleurs, il y a eu même les socios qui ont été les premiers à lever autant de fonds pour pouvoir sauver leur club. Tu as offert un maillot, toi? Moi, j'avais offert un maillot. Après, ça, c'est un caillou par rapport à la montagne qu'ils ont créée. Et pour moi, Plessis plus les socios, c'est la vérité du renouveau. Et ça, c'est assez exceptionnel parce que c'est là aussi où tu vois que les gens sont amoureux du club et qu'ils donneraient tout pour que ce club vive. Ils ont fait moi, j'y étais pas, mais ils ont fait un rassemblement. Et puis c'est surtout qu'il y avait l'équipe qui pouvait reprendre l'entraînement parce qu'ils étaient tous à l'arrêt. Ils n'avaient plus le droit d'entraîner, ils n'avaient plus le droit de... Et c'est ça. Donc ils sont tous venus se réentraîner pour un objectif, avec Oswald Tanchot, voilà, de faire une bonne saison et de repartir malgré tout avec toutes les difficultés. Et aujourd'hui, même si ça tarde un petit peu pour certains, je trouve que c'est bien déjà ce qui se passe. Ton documentaire, tu l'as fait avec le cœur? Ah oui, moi ça a été une idée. Alors il faut savoir qu'à beIN Sport, j'ai l'opportunité de proposer des idées sur des reportages. Et c'était pour moi impossible de ne pas mettre en lumière ce club-là. Je savais qu'il allait y avoir il y a eu une série Canal après derrière, mais je savais qu'il allait y avoir des choses qui allaient. Et je voulais être le premier à y aller et à dire voilà, je pense à parce vous. Que c'est un club aussi et surtout, ça le permettait de mettre en lumière les gens qui avaient bossé au renouveau du club. Et ça, pour moi, c'était primordial. Tu décides de quitter le championnat français? Ouais. Hein? Parce que je voulais une expérience à l'étranger. Comment ça s'est passé? On vient te chercher, on t'appelle. Comment se passe ce transfert? Au départ, je viens de finir l'Euro et au départ, je dois signer à Majorque. On reviendra dessus. Je dois signer à Majorque. Et en fait, on me dit que le directeur sportif du Betis préfère mon profil à celui qu'ils ont choisi au départ. Et ils se sont mis d'accord avec Majorque pour que finalement, j'aille pas à Majorque, mais j'aille au Betis. Ok. Donc moi, le mec m'appelle, me dit ça, c'était un agent par commission en fait qui arrive, qui me propose ça. Et moi, dans la foulée, il y a mon agent qui m'appelle et qui me dit, c'était genre 24 heures avant que je parte à Séville pour signer,
Il y a mon agent qui m'appelle et qui me dit Dame, il y a quelqu'un qui va t'appeler, reste à côté de ton téléphone. Je lui dis mais attends, demain je vais pas partir au Betis et tout, je vais dormir moi là. En plus j'avais une mission, je devais passer par Bordeaux, tu vois, enfin bref. Et je suis dans mon lit et en fait mon téléphone sonne. Je réponds assez tardivement et avec une voix un peu endormie. Et je dis oui, allô, mais un peu énervé, tu vois, parce que j'ai pas envie de. Et il me dit oui, c'est José Anigo. Je dis oui, bonsoir Monsieur Anigo. Tu sais, moi, tu commences à bégayer un peu, tu vois. Et il me dit voilà Damien et tout, je t'appelle parce que donc j'ai eu Alex, ton agent, on a discuté, on est intéressé pour que tu viennes. Donc tu as le directeur sportif, quasi président, tu vois, enfin même si c'était pas Abdiouf, tu as le quasi président qui t'appelle et qui te dit on veut que tu viennes à l'OM. Alors on ne vend pas de rêve, tu viendras pas jouer pour jouer titulaire, on a une Coupe d'Europe, il faut que tu viennes, si tu viens c'est un joueur de complément, mais tu auras du temps de jeu. J'ai quand même, le premier match de foot que j'ai été voir, c'était Marseille-Bordeaux avec Jean-Pierre Papin, avec mon père en tribune, tu vois. Donc j'ai une histoire un peu, tu vois. Ouais. Et je réfléchis et tout. Putain. Et en fait, il y avait eu des histoires à l'époque sur malheureusement des homejacking et tout. Ouais. Et ça m'avait fait un peu flipper, je t'avoue. Et j'avais dit non. J'avais pas répondu tout de suite à José. Okay. J'avais dit laissez-moi réfléchir, je me donne 24 heures. Et en fait, dans les 24 heures, j'avais pris mon avion pour aller à Séville. Appelé mon ex-femme en lui disant voilà, je pars à Séville. Et j'étais parti, j'avais dit à mon agent rappelle José, dis-lui que je m'excuse mais que je ne viendrai pas à l'OM. Et il avait compris. Pas mal pris. Il avait très bien compris. Et puis en plus, j'avais déjà donné ma parole aux bêtises, donc je me voyais mal, tu vois. Question d'éthique, leur faire faux bon. T'arrives au Betis. Ouais. Donc changement de culture. Hein. Tu t'intègres. Ouais. Sans problème. Sans problème, j'ai un espagnol d'école, mais j'ai un espagnol qui tient la route. Ok. Donc ça va. J'ai une oreille attentive aussi pour apprendre vite, donc ça va aussi. Ouais. Après, Saint-Étienne, j'avais connu un peu la ferveur médiatique aussi, mais là-bas c'était encore plus. Tu arrives à l'aéroport, les gens ils sont là, tu es photographié, tu me demandes tes premières impressions, tu n'as pas le droit de parler. Puis après tu arrives, c'est la coupe, on n'avait pas de Coupe d'Europe, donc on était focus sur le championnat. Moi j'avais pas parlé avec le coach, grosse erreur. Grosse erreur. Un jour les jeunes, si vous avez l'opportunité, parlez avec l'entraîneur, ne parlez pas qu'avec le directeur sportif. Et moi j'arrive là-bas, le coach, bon, il y avait 4 centraux, je comprends que je pars pas dans sa tête titulaire, qu'il a déjà une doublette qui peut marcher. On est même 5, parce qu'il y a Checho Dorado qui revient à l'époque. Donc Antonio Amaya qui est comme moi central, va pas forcément jouer. Me voit arriver, tu vois, il a envie de me mettre les 2 pieds à la gorge, tu le sens. Donc l'intégration est moyenne. Antonio Amaya qui deviendra mon ami aussi, un très très bon pote. Okay. Tu vois, donc c'est des trucs. Et finalement, je m'intègre bien. Parce que je suis bonne poire et que je rigole, que je fais des conneries, que ça fait rire les gens, voilà, et que je dis ce que je pense et que voilà, ça plaît ou ça plaît pas, ben c'est pas grave, tu vois. Et puis l'espagnol que j'apprends en 3 mois. Le jeu espagnol? Ah, l'espagnol, compliqué. Ça va vite? Ah, ça va vite et puis il faut pas perdre le ballon, quoi. Les premiers taureaux, quoi. Puis la chaleur. Faut pas oublier que j'arrive à Séville, t'es à 45 degrés quand même. Comment tu vis ça? Bah très mal. Premier footing, on me dit on va faire un footing de 30 minutes. Bah ok, d'accord, 30 minutes ça passe. Bah, au bout de 20 minutes, j'étais mort. J'avais la langue qui pendait, j'avais fait une prépa, hein. J'avais la langue qui pendait. J'ai dit stop, on arrête, je vais faire un malaise. Il fait trop chaud chez vous. J'étais rouge écarlate. Déjà que quand je suis allé fort, je suis bien rouge, mais là c'était impossible. J'ai dit stop. Il m'a dit mais ça va et tout. J'ai dit ouais, non, j'ai un peu mal aux jambes et tout, je pense que c'est le voyage, tu vois, j'ai inventé un mytho. Mais j'étais cuit, j'en pouvais plus. Je me suis dit, wow, ça va être dur ça. Et puis après, bah, le jeu, les premiers taureaux. Les premiers taureaux, tu comprends que si tu perds le ballon, tu vas courir pendant longtemps. Ça, c'est une horreur. Franchement, c'est une horreur. C'est une horreur. Et puis voilà, après, c'est une adaptation, c'est aussi de la progression parce que tu t'apprends à pas perdre le ballon, quoi. Ah bah oui. Et puis à vivre sous pression parce qu'il y a un rythme de malade. Il y a un rythme de fou. Malaga Betis. Ouais. T'as un accident. Ouais, je l'ai toujours appelé un accident, c'est pas une blessure. Voilà. C'est pour ça que j'utilise ce terme, parce que c'est toi qui l'utilises beaucoup. Quand on en parle, ça va mieux? Ouais, ça va mieux. Ouais. Je veux pas te dire que je suis bien en parlant, mais j'ai eu beaucoup de soucis psychologiques.
psychologique, psychiatrique, tout ce que tu veux. Ça m'a fait descendre dans des bas-fonds, tu peux pas imaginer. Mais j'en parlais en pleurant avant. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Ouais. J'ai vu beaucoup de personnes qui m'ont aidé, tu vois, qui ont été top là-dessus. Et ils m'ont fait du bien. Mais c'est une période dans ma carrière que j'oublierai jamais, mais dans le dark, quoi, tu vois, vraiment dans le sombre et dans le négatif total. Et pas quelque part dans le bon terme, parce que est-ce que ça a changé l'homme? Ouais, ça m'a changé complètement. Ça a créé des dysfonctionnements, je pense, psychologiques, ça c'est une certitude. Ouais. Je supportais pas l'injustice et je la supportais encore moins. Non, même c'était un tout en fait, ça a atteint tout, ça n'a pas atteint que le joueur. C'est pour ça que je te dis que c'est un accident, c'est pas une blessure. Blessure, t'as une entorse à la cheville, tu vas chez le kiné, tu te retapes, c'est fini. Là, on t'enferme la bouche pendant un mois avec des vis dans la mâchoire, avec des élastiques et tu manges à la paille et on te fait livrer des repas, quoi, tu vois. Tu supportais pas une photo de toi? Je supportais rien. Ouais. Je supportais rien. C'est-à-dire qu'au bout de 15 jours, tu as Geoffrey Kondobia qui vient à la maison. J'ai une photo, elle est criante. Je fais la gueule. J'ai envie de voir personne. Je veux rester chez moi dans le noir, laissez-moi faire. Même mes enfants, je ne pouvais pas jouer avec eux. Donc c'était compliqué. Tu vois, je pleurais tout le temps. C'était une horreur. Franchement, c'était vraiment une horreur. Mais une horreur. Et puis après, tu essaies de te retaper. J'ai perdu 12 kilos. Tu bouffes liquide. Ça te nourrit pas, t'as pas le droit de faire de muscu, t'as pas le droit de faire de sport. Je pouvais rien faire. J'avais pas droit à aucune onde de choc sur ma bouche. A priori, tu coupais des schtroumpfs. Ouais, ça c'est mon premier plaisir. Ton premier plaisir. En fait, comme je t'ai dit, j'avais 5 vis en haut, 5 vis en bas. Ouais. Et en fait, ils m'ont enlevé les 3 premières ici, donc jusqu'à la moitié. Ils me laissaient juste les 2 là, parce qu'en fait, j'avais triple fracture. Ici, j'avais 2 fractures. Ouais. Et j'avais une fracture là. Et en fait, celle-là s'était résorbée au bout de 6 semaines. Et donc au bout de 6 semaines, ils m'ont enlevé les vis et les gommes pour que j'ai pas non plus une grande ouverture, mais que je puisse faire passer des choses un petit peu à l'intérieur. Et en fait, je suis sur l'autoroute en France, parce que le club m'avait autorisé à sortir. Je suis sur l'autoroute en France et je m'arrête dans une station essence et je sais pas pourquoi, je me suis dit je vais tenter un kiff. Je sais pas comment je vais faire pour les faire rentrer parce que c'est quand même assez épais, mais je vais me tenter un kiff. Et en fait, je suis allé dans une station essence, j'ai mis de l'essence, je suis allé acheter un paquet de schtroumpfs, j'ai découpé les schtroumpfs, donc je suis resté un quart d'heure à découper. T'imagines le mec quand même. Imagine. J'ai découpé mes schtroumpfs dans ma voiture comme ça, tout petit, mais vraiment au plus petit que je pouvais. Et en fait, j'avais fait comme un petit sachet à côté sur la boîte de vitesse et je les prenais comme ça et je les mettais dans ma bouche et je les faisais passer avec ma langue, je les rattrapais derrière avec ma langue et je les faisais passer sur mon palais. Et juste ça, tu vois. Tu te bouffes un bonbon 6 semaines après. Pour moi, c'est ce qui change quelque part un homme quand tu repenses. Pour moi, c'était un kiff de la vie, en fait. Tu vois, les petits plaisirs simples. Qu'on oublie des fois. Que tu oublies et non, c'est pas que tu oublies, c'est que tu les apprécies pas. C'est ce que je me suis dit. Différent. Tu vois. Et aujourd'hui, tu sais, quand tu vois les vidéos sur Internet où les gens disent ouais, j'ai pris le temps de regarder cet arbre, ou j'ai pris le temps de faire ça, c'est la vérité en fait. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris le temps de regarder un arbre bouger avec du vent et me dire wow, putain, c'est beau en fait. Il y a du vent, en haut ça bouge, en bas c'est solide. Et tu te dis ouais, c'est beau. Ou la couleur du ciel, ou la couleur des arbres, ou n'importe quoi, un truc qui n'a rien à voir, que tu t'arrêterais même pas dans la vraie vie. J'ai repris le temps de ça. J'ai repris le temps de faire passer du temps avec mes enfants après, tu vois, d'être à la maison, de kiffer les plaisirs simples en fait. Et ces schtroumpfs-là, ça a été incroyable. Incroyable. Vraiment incroyable. Et c'est ce qui t'a poussé à un moment donné à repartir encore? Non, ce qui m'a poussé à repartir encore, c'est que quand je reprends, ça se passe bien, je fais des bons matchs, on fait un bon parcours en Coupe d'Europe. Mais j'ai malheureusement une autre blessure. Là, pour le coup, c'est une vraie blessure. En 8e de finale de retour de Coupe d'Europe, je me blesse. Et celle-là, elle me fait vraiment mal parce que je me suis dit, ouais, je me suis tapé pour revenir. Mais je le savais qu'il allait avoir une blessure qui allait arriver. Et je me suis dit, je me suis tapé pour revenir et ça me fait ça. Et là, je me suis dit, ouais, c'est trop. Il faut que je quitte cet environnement. Il faut que je quitte cette pression médiatique parce que les gens, en plus, ouais, il est toujours blessé, toujours ceci. Et donc, du coup, je décide de changer de cap et de m'orienter ailleurs parce que dans un contexte où j'aurais pas cette pression, en fait. Voilà. Alors qu'au Betis, ton coach disait, ce mec est un soldat. Ouais.
Et les supporters t'appelaient Perkis avec 2 S. Ouais. Alors, il y en a qui m'appelaient Perkis pour le faire durer. Il y en a qui m'appelaient Perky parce que le S ne se prononçait pas forcément. Mais oui, alors avec Calderon, j'ai été un soldat parce que Calderon est arrivé au moment où je me blesse, en fait. Quasiment. Non, je te dis une bêtise, il n'arrive pas au moment où je me blesse. Ouais, il arrive 2 mois après, 2 mois et demi après. Et Calderon avait joué en France, donc parlait français, et m'avait convoqué. Et avant, entre-temps, il y avait Garrido. Et Garrido, lui, c'était pareil, il parlait très bien français. Mais pareil, les deux m'avaient convoqué en me disant, voilà, moi je compte sur toi, ça va aller et tout. Et donc à mon retour de blessure de mâchoire. Sauf que Garrido fait 3 semaines, je crois. Et derrière arrive Calderon. Et Calderon me dit, tu vas jouer. Prépare-toi, tu vas jouer. Quand tu seras bien, tu vas jouer. Et voilà, à partir du moment où je dis, tu vas jouer. Ça y est. Moi, premier match contre les Russes en Coupe d'Europe. T'arraches tout. J'arrache tout. Les mecs m'ont dit, mais t'es complètement starbé. Un corner, j'avais 2 mecs dans les mains. J'avais un mec dans chaque main. Et t'as une photo sur internet qui circule où je suis comme ça, j'ai les 2 mecs comme ça. Et t'as ma tête, en fait, et je suis possédé. C'est pour ça que je te dis psychologiquement, même psychiatriquement, je pense que j'ai été changé. Ouais. Ouais, mais il y a quelque chose qui a pété là-haut. Damien, t'as une particularité. T'es un des premiers binationaux, on appelle ça. Ouais. T'as joué en équipe de France Espoir. Ouais. Et tu décides de prendre la nationalité polonaise par rapport à ta grand-mère. Oui. Et du coup, tu deviens international polonais. Oui. Tu peux m'expliquer ton cheminement? Cheminement, déjà au centre, j'en avais déjà parlé sur la possibilité d'avoir les papiers et d'être naturalisé. Donc j'avais monté un dossier. En fait, il faut savoir que quand j'étais au centre et que j'allais m'entraîner avec les pros, donc le stade était à côté de la maison de ma grand-mère. Et en fait, j'allais manger chez ma grand-mère. Ok. Et donc j'avais des moments particuliers avec elle où elle me racontait son histoire, où même quand on était petit, elle mettait sa musique polonaise, elle ne le parlait plus trop, mais elle le comprenait, mais elle avait du mal à le parler parce qu'elle avait perdu. Mais on avait des bribes de ses origines. Et moi, en parlant avec elle et tout, elle me disait, moi, mon rêve, c'est d'y retourner. Je veux retourner là-bas, je veux aller voir. Et donc je lui avais dit, tu sais, moi, je peux prendre le passeport. En tout cas, je pense que je peux avoir la nationalité polonaise. Si demain, je veux aller jouer avec l'équipe nationale, je peux. Et en fait, tu sens chez elle quelque chose qui se dit, waouh, ça peut être génial. Puis j'ai monté un dossier qui, au final, on a essuyé un refus parce que les papiers qu'elle avait, ça date de la guerre. Donc, tu as des fuites, tu n'as plus de papiers, il y a des papiers qui ont disparu et les papiers qu'on n'avait pas, qui étaient manquants, étaient très importants. Ok. Donc le dossier reste en stand-by. Et en 2010, quand je joue à Sochaux, donc quand je fais la belle saison justement, on m'appelle et on me dit voilà, je suis scout, c'est un Français qui est polonais d'origine mais qui est français, qui m'appelle, qui me dit écoute, voilà, je suis envoyé comme scout par la fédération polonaise pour trouver des joueurs binationaux. Ok. Aubragnac avait déjà été là-bas. Ouais. Et il me dit, voilà, on a le dos Aubragnac qui y est, on a ton profil, on sait que ta grand-mère est polonaise d'origine, en tout cas elle peut avoir les papiers, est-ce que ça t'intéresse? Je lui dis oui. Il me dit est-ce qu'on peut se voir? Et il vient chez moi. Il vient chez moi, on discute, on monte un dossier, je lui donne le dossier que j'ai déjà, on le peaufine, et il l'envoie à la fédération, qui l'envoie à l'ambassade là-bas dans l'administration en Pologne. Et puis ça se passe, moi je joue, le sélectionneur vient me voir, alors que j'avais pas mon passeport. Hein. Le sélectionneur vient me voir avec son adjoint. C'était après le match contre Lorient, je marque en plus, tu vois, donc il vient, il est super content. Il me dit franchement, beau match, tout ça, il me dit ça t'intéresse et tout, de venir jouer avec nous. Moi oui, pas de problème et tout, mais bon, le dossier vous l'avez maintenant, c'est vous qui décidez quoi. Et puis en fait, il m'appelle, j'ai pas de passeport, hein. Il m'appelle en sélection. Il m'appelle pour le rassemblement contre le Mexique et l'Allemagne. Et il me dit, tu viens et on va régler le souci du passeport. Tu joueras le match contre l'Allemagne. Et contre le Mexique, tu seras sur le banc. Putain, c'est ouf, le mec il me présente ça comme ça, je n'ai pas de passeport, je vais être en sélection. Et en fait, je suis arrivé, je suis rentré par les cuisines d'un hôtel. Parce qu'en fait, il y avait la presse qui avait déjà entendu que j'allais certainement venir et tout ça. Donc il m'avait caché dans l'hôtel. Après, je suis descendu dans un van, je suis parti dans une administration où j'ai fait des photos, où on a pris mon passeport, enfin, ils ont fait mon passeport, et en fait, entre-temps, je suis parti visiter la ville avec l'assistante du président.
Tu vois, donc un truc complètement du Premier ministre, complètement ouf. Ce truc, tu te dis, mais tu vois ça que dans les films en fait. Ouais. Et en fait, je suis revenu après, on a mangé, on est parti visiter des monuments et tout à Varsovie, et on est revenu, et en fait, mon passeport était dans ma chambre. Voilà. Mon passeport était posé dans ma chambre, et le lendemain, j'étais à l'entraînement avec, le soir même, j'étais à l'entraînement avec l'équipe, et le lendemain, j'étais sur le banc pour le Mexique. Ton premier hymne, Mon premier hymne, ouais, avec la Pologne, ouais. tu le vis comment? Je le vis avec fierté. Alors après, tout a été tellement vite. Ouais. Tu vois, C'est pour ça que t'as le temps juste de dire à tes parents, ouais, c'est bon, je pars en sélection, C'est bon. C'est bon, ça va le faire, je suis sur le banc. Et puis ma grand-mère, tu vois, donc tu penses à ta grand-mère, et puis c'est surtout pour ça en fait. Moi, les gens après, ils ont vu de l'opportunité, bien sûr, de l'opportunisme, bien sûr qu'il y a de l'opportunisme, bien sûr. C'est celui qui dit non, c'est un menteur. Parce qu'il y avait l'Euro. Parce Tu qu'il y avait savais la à ce possibilité moment-là de jouer dans une sélection. Ok, d'accord. Qu'il y ait l'Euro ou pas l'Euro, je savais pas que j'allais être sélectionné. Ouais. C'est à moi de faire mes preuves. Mais juste d'être dans une sélection, et d'une sélection qui me tient à cœur, parce que dans les yeux de ma grand-mère, Particulièrement. je vois de la fierté. Eh oui. C'est ce que je te rappelle, le sujet que j'avais, le rapport que j'avais avec l'envie de rendre les gens heureux. Bah, elle, c'était. Ta grand-mère. Ouais. Tu. Il m'a touché. Ah, mais là, faut couper, là, t'as parlé de la grand-mère. Ouais. Damien, du coup, t'arrives en sélection. Ouais, Tu représentes maintenant la Pologne. ouais. Et il s'avère qu'il y a l'Euro qui arrive et qui est joué en plus en Pologne. Ouais. Pas évident les débuts parce que bah, t'es critiqué déjà par l'opinion publique, les gens de. À quel sujet? Bah justement, le fait de venir t'es pas né en Pologne, tu parles pas la langue. Bah justement, je te disais, cet opportunisme qui est vu par les gens, qui est logique en fait au final. Et le fait de prendre la place à un gars peut-être qui avait fait toutes les générations de jeunes en équipe nationale et que toi tu viens stopper, tu vois. Ok. Après, l'Euro, oui, bien sûr que tu y penses et j'y ai pensé, mais je savais aussi que le coach qui me faisait venir, j'allais jouer. Donc ça, c'était ouf. Tous les matchs après le Mexique, j'étais titulaire. J'ai tout joué. T'as fait 14 sélections. Je fais 14 sélections et en fait, l'anecdote, c'est que juste avant l'Euro, au mois de février, donc on joue le Portugal et on fait 0-0 et en fait, Chesney, qui est le gardien de Barça, Oui. dit dans la presse, parce que tout le monde dit oui, vous avez fait un gros match et tout ça. Il dit oui, mais le héros de ce match, et si demain, parce que vous y mettez des notes, tu vois, comme dans l'équipe, le héros de ce match, c'est Perkis. Voilà, c'est lui qui a été énorme, c'est lui le meilleur joueur sur la pelouse de tout le match. Et moi, en fait, ça me donne un coup de boost, sauf que je rentre à Sochaux et je me fracture le bras. Et là, je me dis, ouais, catastrophe. Je dis, ça y est, c'est mort, je fais plus l'Euro, c'est terminé. Et donc, je vais chez les chirurgiens, et le chirurgien me dit, écoute, soit je te fais un bras qui va être raccourci parce que tu pourras plus le déplier, soit je te fais un bras normal, mais tu vas mettre jusqu'au mois de juillet pour reprendre. Et là, je dis, fais-moi un bras, Normal. fais-moi un bras de merde. Ah ouais? Vous foutez? Ah ouais? Je lui ai dit, moi, je vais faire l'Euro, t'as pas le choix. Et en fait, il m'explique qu'après l'opération, donc je suis resté une semaine à l'hôpital, parce que c'était une grosse opération. Mais qu'est-ce que tu t'es fait? On va à Créteil et je me fracture le coude. Ils me mettent une plaque. Et en fait, cette plaque, quand je joue contre Valenciennes, le mec me pousse dans le dos, mon bras reste coincé, la plaque explose à l'intérieur. Oh! Et en fait, je me fais 5 fractures dans le bras. Donc j'ai 2 fractures dans le l'humérus, dans la palette humérale, et 3 fractures dans le coude. Et en fait, le mec me dit, c'est trop complexe. C'est trop complexe, c'est une articulation. Une articulation, je peux pas parce te que rendre ton oui, bras. c'est le coude, eh oui. Dis-toi bien je me fais opérer le jour de l'anniversaire de mon fils, donc le 3 mars, Ouais. et l'Euro débute le 11 juin. Donc j'ai 3 mois en fait. Tu vois, j'ai 3 mois pour me caler. Quasi injouable. C'est quasi injouable, C'est sachant quasi que le mec injouable. m'a dit, t'en as pour 4 mois et demi, que tu reviendras en juillet pour la préparation. Et donc moi je dis, il n'y a pas le choix. Moi je veux faire l'Euro. Et je lui dis en pleurant, tu vois, dans son bureau. Je m'en rappellerai toujours, monsieur Mollet, d'être le meilleur. Et je lui dis, faites-moi un bras de merde, je m'en fous. Et en fait, aujourd'hui, mon bras ne se tend plus, tu vois. Mon bras ne se tend plus. Donc c'est ça qui je peux plus le tendre. Ok, incroyable. Et je lui ai dit, faites-moi un bras de merde, c'est pas grave. Pour jouer l'Euro, Je veux juste avoir ça. Ouais, voilà. Je veux juste avoir ça. Toi. C'est tout. T'avais besoin Pour que les de ça pour ports, jouer. pour aller chercher des trucs et tout. Ouais. Mais je suis handicapé du bras, à la base. Et donc Incroyable. derrière, tu fais 6 semaines à Cap-Breton, intensive, sans rentrer à la maison, où tu te butes à la muscu, tu te butes aux soins pour pouvoir justement être au taquet, pour pouvoir revenir. J'ai des gens de la fédération qui viennent aussi pour m'aider, avec des kinés, ils m'envoient tout ce qu'ils peuvent m'envoyer pour que je sois au top. Et au final, on joue le match contre la Slovaquie juste avant l'Euro, et le coach me dit
Tu joues pas la Lettonie pour te retaper physiquement encore un peu. Donc j'étais en pleine prépa. Et il me dit, tu vas jouer la Slovaquie. Et la Slovaquie, ce sera ton match ton match test. Et moi, je savais que j'allais pas tenir le match entier. Et je me suis dit, t'as 1 heure, joue-la à fond. Et en fait, au bout de 10 minutes, je vais à un duel aérien, le mec fait faire un soleil, je tombe, je dis c'est bon, mon bras il tient. Et à la 35e, je marque. On gagne 1-0. Le coach me sort à la 60e, me prend dans ses bras, me fait un câlin et me dit, t'as gagné ton ticket pour l'Euro. Et il me dit, va dans le vestiaire, va te faire masser. Et je rentre me faire masser. Ton seul but. Mon seul but avec la sélection me fait revenir dans l'équipe nationale juste avant l'Euro. Après le Betis, effectivement, tu décides de repartir encore une fois. Après toute cette situation un peu compliquée que tu as vécue. À Toronto. Ouais. Parce que je t'ai dit, c'était soit j'arrête, j'avais appelé mon père, j'avais dit j'arrête. Je vais arrêter, j'en ai marre et tout, je supporte plus. J'avais fait un ras-le-bol, je pense même un véritable burn-out total. J'avais dit j'arrête, j'en peux plus. Et mon père a essayé de me dire non, ma mère pareil, essaye de voir si tu peux pas trouver autre chose. Surtout qu'on était descendu en D2 avec le Betis. Et en fait, j'avais un nombre de matchs à faire pour obtenir des primes parce que j'avais baissé mon salaire. Et en fait, il m'avait arrêté au premier échelon de la première prime. Okay. Et en fait, j'ai compris que ça serait bloqué, tu vois. Ouais. Et après, avec du recul, je regrette parce que si j'étais resté financièrement, j'aurais fait jackpot. Mais je regrette pas parce que j'ai joué en allant à Toronto, tu vois, et j'ai connu autre chose. Mais tu peux toujours avoir un petit peu de regret de temps en temps. En plus, à la fin de la saison, on est remonté en D1 avec le Betis. Donc oui, mais ce départ aux États-Unis, c'était une libération psychologique. Voilà. Okay. Et puis c'est un autre format de vie, c'est un autre format de football aussi, de vivre de son métier, parce que là-bas c'est une passion en fait. Tu vois, là-bas c'est un spectacle pour les gens sont contents. Ils prennent leur popcorn, ils s'assoient, ils regardent le match. T'as des fans, tu vois, qui sont ultra, mais pas beaucoup qui sont comme ça. Pas comme l'Europe. Pas comme l'Europe. Ils prennent leur truc, ils boivent leur coca, ils repartent chez eux, ils vont faire Thanksgiving. Tu vois, ils sont contents quoi en fait. Ils ont leur petit match de foot. Voilà, pour eux c'est comme aller voir un match de baseball ou un match de basket. Et encore, c'est encore pire sur ces matchs-là. Tu redécides encore de partir parce que tu fais une saison là-bas ? Ouais, je fais 18 mois. Je suis content du système parce que tu voyages, tu vois plein de villes. Je me suis fait des vrais potes aussi là-bas, tu vois. C'était une autre façon de voir aussi le football dans l'approche au quotidien. Ouais. Mais il me manquait ce côté. Il n'y a pas de descente, tu vois. Donc tu perds ou tu gagnes. J'avais pas l'impression que ça faisait chez tout le monde, mais un peu quand même, tu vois. Ça faisait pas chez tout le monde. Tu vois, le mec on a perdu, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fera pas les playoffs, Moi j'étais venu pour faire les playoffs, on a fait les playoffs. Je fais mon taf. Et derrière, j'ai un coup de fil de Serge Romano que j'avais connu à l'époque où je commençais à 3, avec les pros, avec Alain Perrin. Et en fait, il m'appelle et il me dit, écoute, tu joues, tu veux encore jouer ou pas ? Je lui dis ouais. Il me dit, écoute, on cherche un central avec Philippe Montagnier, cherche un central, entraîneur Nottingham. Il y a 2 noms qui sont sortis, le tien et celui de Baye Al-Sal. Est-ce que ça t'intéresse ? Moi je dis ok, ouais, pas de problème et tout. Il me dit ok, bon vas-y, je pousse. Il pousse. Derrière, il y a le directeur sportif qui m'appelle. Ok, je t'envoie un mail. Dis-moi si la propale te va. Je dis ok. Laissez-moi voir si je peux sortir de Toronto avec un petit chèque. J'appelle Toronto, je dis écoutez, pour raison familiale. On va s'arrêter là. Ouais. Merci. Entre-temps, j'avais fait 3 mails de retour à Nottingham. Et voilà, je suis parti à Nottingham Forest. Rêve de jouer en Angleterre. Parfait. Tout était réglé. 4 pays. Ouais, c'est pareil, encore une nouvelle expérience. Une nouvelle façon, une culture de vivre aussi. Parce que moi, le repas à 18h30, j'étais pas prêt. Tu vois, des trucs comme ça. Donc, non, après, c'est une expérience parce que j'ai joué pendant les 6 premiers mois. Ouais. Et Philippe a été top avec moi. Il m'a dit, prépare-toi, ça va être dur. Et ils ont fait venir 8 ou 9 mecs. Le nouveau coach a fait venir 8 ou 9 mecs. Donc, moi, dégagé sur le côté avec les U23. Et puis il faut trouver un autre club, donc et puis il faut surtout sortir parce qu'il me reste encore 1 an de contrat. Et complexe quoi, donc je suis parvenu à sortir et à signer à Ajaccio. Tu rentres à la maison. Ouais, je rentre à la maison, après dans un club où le directeur sportif Christophe me voulait absolument. Depuis quelques temps, quand ils étaient déjà en Ligue 1, il voulait que je vienne.
Et puis après, quand Albert Cartier t'appelle et te dit ouais, quand t'as signé à Sochaux, à Saint-Etienne, bah, t'aurais pu venir avec moi à Metz, c'est là où je voulais que tu viennes. Écoute, moi c'est un plaisir de travailler avec toi, je suis content. Je retrouvais Jérémy Bréchet aussi, tu vois. Donc ouais, j'ai dit ça va être cool, ça va être cool. Et puis je suis rentré. Saison pas top, les deux dernières saisons qu'on fait sont pas top. Avec une descente, donc retour mitigé, mais retour en France avec une fin de carrière que j'ai pas décidé, donc compliqué. C'était ton dernier vestiaire du coup? C'était mon dernier vestiaire, après il y a eu le vestiaire Covid qui m'a laissé tout seul chez moi à aller m'entraîner en espérant de trouver un club, ce qui n'est pas arrivé, donc c'est pour ça que je te dis que la fin était mitigée. Tu as regardé tes crampons, tu dis je les ai regardés comme un ami qu'on quitte. Ouais, c'est ça. C'est vrai? Ouais, c'est mes potes quoi. C'est Elles avaient fait... Tu sais que je les ai plus mis que certaines baskets. Tu vois, que j'ai acheté de ma poche. Donc, ouais, et puis tu repenses à tout. Tu repenses à tes Tu les as gardées? À tes premières chaussures, ouais, j'en ai là. Ouais, je les ai pompes, ouais. Je les ai, j'ai gardé des reliques. Ouais. Parce que oui, t'es obligé. T'es obligé de les garder. C'est des trucs qui sont importants. J'ai des maillots, mais les chaussures, c'est. Le maillot, il passe, c'est une identité, mais on dit souvent que les supporters restent et les joueurs passent, bah, c'est la vérité. Nouvelle vie maintenant? Nouvelle vie, consultant, Beansport. Par hasard en plus, parce que je t'ai dit, je finissais ma carrière, je me suis lancé dans une société d'importeur d'affaires au départ, qui marche plutôt super bien. Ouais. Puis finalement, je prends pas de kiff en fait. Et puis je balance un CV sur LinkedIn. Et puis il s'avère que une femme qui travaille à Bean vient dire tiens Damien Perkis qu'on a déjà reçu, il a lancé ça comme CV, ça peut t'intéresser peut-être pour les nouvelles émissions et tout ça. Et puis voilà, et puis on m'appelle, on me fait faire un essai comme au foot quoi. Ouais. Et puis ça se passe bien et puis je suis gardé quoi. Puis voilà, l'histoire continue, l'histoire est belle. Travailler avec madame du coup? Qui est devenue madame, parce qu'au départ elle n'est pas madame, hein. Au départ c'est elle qui me recrute aussi, il ne faut pas oublier, donc c'est elle qui me met à l'essai sur ces plateaux, et voilà, et puis après c'est l'histoire de la vie aussi, tu ne contrôles pas certaines choses, et puis tu finis par travailler avec ta femme. Ouais, ça se passe comment? Ça se passe bien, ça se passe mieux, non, c'est une acharnée du boulot. Oui. C'est une acharnée du boulot, c'est 3 jours pour préparer une émission, et puis même quand elle est dans l'émission, elle te calcule pas, tu vois, t'es plus... Alors oui, il y a toujours un petit côté sympathique, tu vois, tu sens qu'il y a de l'affection dans le regard et tout ça, mais il y a un regard plus de boulot, mais il y a une différence, tu vois, quand même. Parce que moi, au début où je suis arrivé, je n'avais pas les codes de tout comment elle fonctionnait, et je te donne une anecdote, c'est qu'elle remodule son conducteur en fonction des résultats sur la journée, par exemple, ou quand on est en pleine émission. Ouais. Donc elle est focus sur sa tablette, elle tape et tout, et toi tu lui parles, elle ne te calcule pas, tu vois. Ça, par exemple, j'ai eu du mal au début. Je me suis dit, mais attends, elle se fout de ma gueule. Elle me respecte pas. Mais en fait, tu comprends que non, en fait, elle fait son travail, et toi tu fais quasi une passion, quoi, qui est devenue une passion, en fait. C'est pas ton taf. Demain t'arrêtes, tu peux faire autre chose, c'est pas ton travail, t'es pas formé pour ça. Elle, c'est son travail, donc tu comprends que finalement c'est quelque chose d'important pour elle et que elle n'a pas ton temps. Elle n'a pas ton temps, c'est pas le irrespect. Et puis voilà, mais non, franchement c'est agréable. Je vais te poser une série de mots. Ouais. Ou de groupes de mots. Ouais. Tu peux me dire ce que ça représente pour toi, ou ce que ça t'évoque. Si je te dis Henri Terret. Henri Terret, c'est à la fois la dure labeur, parce que c'était les prépas physiques qu'on faisait là-bas et que c'était une horreur parce qu'il y avait des montées, des descentes. Okay. Moi, mon premier cross, parce que je suis né là-bas, donc j'allais au collège à côté à Marie Curie. Mon premier cross, je l'ai fait là-bas. C'était une horreur déjà. Et quand je savais qu'on allait faire les prépas là-bas, j'avais dit à tout le monde, vous allez voir, il y a des montées, des descentes, on va cravacher de malade, ça va être une horreur. Donc il y avait ça. Après, il y avait les terrains qui n'étaient pas les terrains d'aujourd'hui, mais qui étaient les terrains de nos exploits le week-end, en fait. Le week-end, on jouait là-bas et on avait notre terrain avec notre main courante, avec les gens qui venaient nous voir autour. On était distancés de 300 mètres pour aller au vestiaire. Ça, c'était aussi, tu vois, farfelu.
Aujourd'hui, tu as ton vestiaire, il est collé au stade. Et on avait le temps de se raconter nos vies en allant à l'échauffement, comme on avait le temps de s'embrouiller en rentrant au vestiaire. Ouais. Donc, le risque est là aussi. Donc non, ça marque, c'est un complexe, quoi. Puis il n'y avait pas que ça, il y avait la piste d'athlétisme à côté, tu vois. Tu savais que tu allais cravacher, que s'ils disaient mettez les baskets, tu savais que tu allais à la piste, quoi. Épicerie des Chartreuses. Non, des Chartreux. Alors l'épicerie des Chartreux, c'est une belle histoire parce que c'est la seule épicerie qui nous servait des panini quand on rentrait des matchs le week-end. Et souvent, on avait des voyages un peu casquettes, un peu loin. Ok. Donc, je sais pas, moi je te dis une connerie, on allait jouer à Jarville ou à Belfort à 15h. Le match finissait à 17h. Tu étais à la maison à 21h, 21h30. Et en fait, le dimanche à 3, tu ne trouveras rien d'ouvert à 1 km à la ronde qui sera ouvert. Et en fait, cette épicerie-là, elle était. C'est les épiceries de quartier, parce que les Chartreux, c'est un quartier. Elle appartenait, je crois, à un cousin ou un frère, à un ami d'enfance en plus. Donc, on allait là-bas, panini, petite boisson, et on rentrait au centre et on mangeait tranquille. Ou alors, il y avait des mecs qui allaient en mission, tu vois. Ils me disaient, ouais, qu'est-ce qu'il sait qui veut quoi et tout, ouais, donne-moi l'argent, j'y vais et tout. Puis il y allait, et puis il revenait. Et puis on mangeait dans une chambre ou en bas, dans l'espace. Ouais, franchement, c'est pour ça que les gamins d'aujourd'hui qui vivent les centres de formation, ils pourront pas s'identifier à ce que nous on a vécu, c'est impossible. Ouais, c'est une autre génération. Et pourtant, c'était un centre de formation, on était dans un club de Ligue 1. Ouais. Mais je pense que c'est même le meilleur centre de formation qui peut exister. Puberté. Ouah, complexe. Complexe, comme beaucoup, hein, quoi. Les boutons, tout ça, tu vois, les trucs où t'es pas mignon, quoi. Les trucs où tu te dis, ouais, c'est dur, hein. Plus beau qu'à aujourd'hui. Écoute, on me dit que je suis un peu comme le bon vin, donc ça me fait plaisir, mais à l'époque, ouais, difficulté. Roi Cutane, les compagnies, les copains, quoi. Ah ouais, on avait d'autres potes, hein, qui nous faisaient ce genre de foot. Hein. On finit par Poetic Lover. Ah, ça, c'est une histoire de vie, ça. Poetic Lover, Poetic Lover, c'était mon groupe préféré. Ok. Et j'avais pour habitude de les chanter. Après, je suis tombé sur quelqu'un qui était passionné comme moi de musique aussi et de chant, donc on partageait. Chanté tous les deux. On aimait chanter tous les deux. On a partagé cette passion de la chanson, du R&B, voilà, Matt Houston, plein de choses en fait. Plein de choses qui te lient en fait. C'est ce que je te disais. T'as un pouvoir d'adaptation parfois qui va être l'humour, puis tu te retrouves dans beaucoup de choses. Mais j'aurais pu te sortir Usher, tu vois, j'aurais pu te sortir plein de mecs qu'on aimait imiter. Alors très mal parfois, mais pourtant des fois on avait de la qualité, je pense. Ouais. Mais c'est vrai que Poetic Lover, c'était ma chanson, j'étais un romancier, quoi. Merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Damien, sur Addict au foot. Plaisir. Et exceptionnel. Je sais pas si je suis exceptionnel, mais en tout cas j'essaye d'être meilleur chaque jour. C'est mon leitmotiv. Merci Damien. Plaisir.